Et quand j'ai vu que tout ça a été manipulé, organisé depuis des années... Vraiment? Mais il y a les preuves. Attendez, il ne faut pas être naïf. La couverture du journal Vie économiste en janvier 2019, donc 9 mois avant la pandémie officielle, il y avait tous les symboles de la pandémie. Il y avait même le pangolin, il y avait le QR code dans la main, il y avait le... Mais ça peut être aussi un hasard, ça peut être... non, c'est pas un hasard, parce qu'il y avait les chevaliers de l'Apocalypse qui étaient masqués, il y a eu là quand même l'Event 201, l'événement 201, que Bill Gates, avec des autorités américaines du plus haut niveau, dont l'armée a fait aux États-Unis plusieurs semaines avant la pandémie. Des simulations. Oui, en disant attention, une pandémie va venir, etc. Le coronavirus, ils savaient déjà que c'était un coronavirus. Donc, faut pas nous prendre pour... Et quand les fabricants de vaccins qui ont commandé les fioles, les flacons aux fabricants allemands de flacons en verre avant le début de la pandémie... Mais est-ce que ça confine pas à une espèce de discours paranoïaque complotiste? C'est pas, encore une fois, ce que je vous reproche. Ou sinon, vous êtes carrément complotiste parce que vous pensez qu'il y a un complot. Mais ce sont des faits. Oui. Je suis pas complotiste. Moi, avant, j'aurais jamais imaginé tout ça. Les gens m'ont demandé pourquoi j'apportais autant d'attention à Stéphane Bureau. Eh bien, c'est vraiment simple. J'étudie la désinformation sur Internet depuis une dizaine d'années. Ça a pris beaucoup d'ampleur pendant la pandémie, hein, comme on peut le constater. Et c'est tout simplement que en 2024, soudainement, Stéphane Bureau est venu s'asseoir en plein milieu de mon objet d'étude et se met à inviter des conspirationnistes que je connaissais déjà sur son show et les présente comme étant des gens qui ont simplement des opinions divergentes alors que ce sont des menteurs et des charlatans. Donc Stéphane Bureau est devenu par de lui-même mon sujet d'étude. Il y a un principe que j'aime vraiment beaucoup, c'est la loi de Brandolini. Hein. Vous googlerez ça. La loi de Brandolini, c'est un aphorisme selon lequel la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Autrement dit que lorsque un influenceur va sur un média de masse et fait des propos qui sont mensongers, c'est très difficile après ça de les contrer parce que faut que tu fasses la vérification à savoir si son affirmation est vraie. Et quand on a quelqu'un comme Christian Perron, qui était l'invité de Stéphane Bureau cette semaine, fait plusieurs affirmations mensongères à chaque minute, ça devient très difficile de vérifier toutes ces... son flot de sottises. Hein. On a vu dans cette vidéo, il affirme que la pandémie de 2019 a été planifiée, hein, il l'avait prévu comme si c'était une espèce de complot. Et il mentionne pour preuve la couverture de The Economist de 2019 où il affirme que tous les symboles du coronavirus, de la pandémie à venir en 2020 étaient présents sur la couverture. Ça, c'était un numéro du The Economist paru, je crois que c'était à la fin 2018, début 2019, qui faisait ses prédictions pour l'année 2019. Et c'est simplement, hein, quand il parle le pangolin, on voit qu'il y a le pangolin ici en bas de l'image. Au début, on se souvient, au début de la pandémie, on pensait que le pangolin qui est mangé en Chine avait transmis le coronavirus à l'humain. L'article The Economist ne parle pas du pangolin en tant qu'épidémie de virus, c'est que c'est l'animal qui est le plus braconné dans le monde parce qu'il y a justement des charlatans qui vendent des morceaux de pangolin soi-disant parce que ça guérit 3-4 affaires. Donc, c'est un article qui était consacré au braconnage du pangolin. On voit que l'humain sur la couverture, hein, c'est une espèce de clin d'œil à l'humain de Léonard da Vinci. Il y a le QR code dans la main sur son cellulaire. Le QR code est un moyen technologique utilisé dans une variété de domaines, comme vous le savez. Ce n'est pas à propos d'avoir un QR code pour contrôler les gens qui sont non vaccinés. Et on voit, tu as ici les 4 chevaliers de l'Apocalypse en haut de l'image, où ce que lui nous présente ça, comme il dit, ils sont masqués, c'est n'importe quoi. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse sont une métaphore qui est souvent utilisée dans la culture populaire pour représenter la maladie, la guerre, et les autres calamités humaines. Après ça, son affirmation, Bill Gates avait préparé, Bill Gates et les gouvernements avaient fait une espèce de préparation, l'événement, hein, il mentionne l'événement 201. L'événement 201 a eu lieu en octobre 2019.
Donc, c'était avec le John Hopkins Center for Health Security. C'était une simulation de quoi faire en cas d'une épidémie, comment que le gouvernement pouvait mobiliser ses ressources et tout. Bill Gates pousse depuis des années, quelque chose qui lui porte très à cœur, c'est-à-dire que de se préparer en cas de pandémie, parce qu'il considère avec raison que c'est un des risques qu'il y a pour la civilisation. Donc, ça, c'était simplement un exercice, comme on fait un exercice d'évacuation de feu dans un bâtiment. Ensuite, il mentionne que les fioles de vaccins avaient été commandées bien avant la pandémie parce que c'était une pandémie planifiée. On a ici un fact-check de 20 minutes. Coronavirus, non, Pfizer Biotech n'avait pas commandé massivement des flacons de vaccins avant l'épidémie. Des internautes s'émeuvent d'une supposée commande massive de flacons pour vaccins des mois avant l'épidémie. L'entreprise allemande Schott affirme que nous n'avons eu aucun contact avec le BND. Nos premiers échanges avec l'industrie pharmaceutique à propos d'une commande de flacons utilisés pour les vaccins contre la COVID-19 ont eu lieu en 2020 quand l'épidémie a frappé l'Europe. De son côté, Pfizer nous indique que la décision a été prise dès le mois de mars de développer mars 2020, de développer un vaccin avec notre partenaire BioNTech. Donc, vous ne verrez pas Christian Perron être capable de vous prouver que les flacons avaient été commandés avant la pandémie. Il fait l'affirmation, mais il n'a aucune preuve. Qui est Christian Perron? Eh bien, si vous allez sur le site Conspiracy Watch, l'Observatoire du conspirationniste, qui est un site web que j'aime beaucoup aller chercher, justement, là, il y a beaucoup de sources qu'on retrouve. Ils font des gros portraits là, de nos conspirationnistes favoris. Donc, vous allez trouver beaucoup d'informations à propos de son parcours là, depuis la pandémie. Et il était peu connu avant le début de la COVID. Ce qui l'a fait connaître, c'est beaucoup, là, il s'est associé avec le docteur Didier Raoult pour faire la promotion de l'hydrochloroquine. Et comme on sait, à partir de juillet 2020, le consensus dans la communauté scientifique, c'était que ça ne fonctionnait pas, mais eux ont persisté et signé. On se rappelle que Stéphane Bureau a perdu sa job à Radio-Canada parce qu'il a continué à pousser ça au printemps 2021. Et Christian Perron, ensuite, par la suite, a continué. Il a notamment apparu dans le documentaire Hold Up, qui est une vidéo de propagande anti-conspirationniste. Et c'est probablement ça qui l'a fait le plus connaître. On peut voir par exemple, là, lors d'une prise de parole devant la Chambre des députés du Luxembourg, Christian Perron a tenu une série d'affirmations sur la vaccination anti-COVID, mais ces assertions sont remises en cause par des scientifiques interrogés par l'AFP. Et ce qui est le fun avec ça, c'est justement, tu cliques sur le lien et tu peux aller voir un breakdown point par point des affirmations de Christian Perron, pourquoi ça ne tient pas la route d'un point de vue scientifique. Le problème, c'est que, comme j'ai mentionné au début, c'est la loi de Brandolini. Ça prend plus de temps à aller vérifier ces affirmations que lui les a faites, puisqu'il lance un flot ininterrompu là, de choses non démontrées quand il parle. Il faudrait lire le livre de Robert Kennedy Jr., qui, vous savez, systématiquement taclé sur la place publique, voilà. Montré du doigt aussi. Mais parce que son livre, c'est un avocat, il a fait 40 ans d'enquête sur l'industrie pharmaceutique. Alors, le livre en français s'appelait Bill Gates, il y avait Big Pharma, Bill Gates, je ne sais plus dans quel ordre, enfin j'ai écrit la préface de l'édition française. Et honnêtement, au début, j'y croyais pas trop. Quand j'ai lu le livre, j'étais impressionné, il apporte toutes les preuves sur des crapuleries faites dans les études cliniques. Et il a été écrit en disant, il dit n'importe quoi. Il est avocat, et c'est pas un idiot comme ça qui se lance à écrire des choses sans preuve. Il a jamais été attaqué une seule fois en diffamation en justice aux États-Unis, parce que tout ce qu'il dit, j'étais impressionné. Il y a des dizaines et des dizaines de pages de références où tout ce qu'il dit est prouvé. Et quand on lit ça, on est impressionné par ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on est collectivement crédule et on arrive effectivement à disqualifier, décrédibiliser ceux qui disent ce qu'on ne devrait pas entendre, dans le fond? Tout ce que Robert Kennedy Jr. dit est vrai, nous affirme Christian Perron dans cette vidéo. Et Stéphane Bureau de renchérir. Est-ce qu'on est trop crédule et qu'on disqualifie des gens juste parce qu'on ne veut pas entendre ce qu'ils ont à dire? Eh bien, Robert Kennedy Jr. est probablement la locomotive mondiale du mouvement anti-vax.
Il se sert en fait là, de sa notoriété de venir de la famille des Kennedy pour propager des fausses nouvelles antiscientifiques et il fait beaucoup d'argent avec ça. Je vous invite à lire à ce sujet, si vous googlez, ça vient de l'Université McGill, The Anti-Vaccine Propaganda of Robert Kennedy Jr. Il débunk là, vraiment point par point les choses qu'ils affirment. Sinon, dans l'article de l'AFP, How a Kennedy built an anti-vaccine juggernaut amid COVID-19. Il y a des informations quand même intéressantes si je vais vous le traduire en français ici. Alors que de nombreuses organisations à but non lucratif et entreprises ont connu des difficultés pendant la pandémie, le groupe anti-vaccin de Kennedy a prospéré. Une enquête menée par l'Associated Press révèle que Children Health Defense, ça c'est l'ONG que Kennedy est à la tête, a récolté des fonds et des adeptes alors que Kennedy a utilisé son pouvoir de star en tant que membre de l'une des familles les plus célèbres d'Amérique pour ouvrir des portes et collecter des fonds et donner de la crédibilité à son groupe. Les dossiers déposés auprès des régulateurs caritatifs montrent que les revenus ont plus que doublé en 2020 pour atteindre 6,8 millions de dollars. Depuis le début de la pandémie, Children Health Defense a élargi la portée de son bulletin d'information qui utilise des informations biaisées, des faits triés sur le volet et des théories de complot pour répandre la méfiance à l'égard des vaccins contre la COVID-19. Le groupe a également lancé une chaîne de télévision sur Internet et ouvert un studio de cinéma. CHD a des ambitions mondiales. En plus d'ouvrir de nouvelles succursales aux États-Unis, l'entreprise possède désormais des avant-postes au Canada, en Europe et plus récemment en Australie. L'entreprise traduit des articles en français, allemand, italien, espagnol et recrute. Selon les données de SimilarWeb, une société de renseignement numérique qui analyse le trafic et les recherches sur le web, Children Health Defense est devenu l'un des sites de médecine alternative et naturelle les plus populaires au monde, atteignant un pic de près de 4,7 millions de visiteurs par mois. Cela représente une hausse par rapport aux moins de 150 000 visites avant la pandémie. Pendant la pandémie, Kennedy est devenu une source quasi omniprésente de fausses informations sur la COVID-19 et les vaccins. Le Center for Countering Digital Hate ont fait une compilation, dans le fond, là, les plus gros influenceurs anti-vax sur Internet. Et Robert Kennedy Jr. figure là, dans le top 12. C'est pas pour rien que Christian Perron est beaucoup impressionné par lui. C'est probablement, selon moi, de ce réseau-là que vient la plupart de ces informations erronées sur la COVID-19 et le vaccin. Non, moi je suis pas. Poutine, c'est pas un enfant de cœur. Je pense qu'il a fait des choses pas très belles dans sa vie. Ceci dit, bon, il a beaucoup fait pour l'économie russe et les Russes l'adorent. Bon, c'est comme ça. Moi, je suis pas spécialement pro-Poutine, anti-Poutine, mais je peux aussi me réfugier en Afrique, en Asie ou dans d'autres pays. Non, mais je veux dire, c'est pas. Vous en êtes là à penser qu'il faudra demander refuge? Pour l'instant, j'en suis pas là, mais peut-être que ça peut venir un jour, parce qu'il y a quand même des menaces de temps en temps. Heureusement, bon, elles n'ont pas été jusqu'au bout, mais bon. Quel type de menaces? De vous obliger à fermer votre bouche. Moi, j'ai pas eu de menace de mort, hein, je vous rassure, mais on sait que par exemple, on sait qu'il y a quand même 10 dirigeants africains qui ont disparu dans des conditions bizarres parce qu'ils refusaient la vaccination Covid. Bon, il y a eu le président de la Tanzanie qui était le plus médiatisé, mais il y en a eu d'autres. Donc voilà, faut quand même. Vous faites des liens, vous, c'est très, très oiseux que de faire un lien de cause à effet entre. C'est pas oiseux. Pourquoi il y en a 10 qui meurent comme ça subitement? Quant à ces affirmations ridicules que les présidents africains se font assassiner parce qu'ils refusent le vaccin COVID, c'est assez facilement vérifiable. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits pour vérifier cette affirmation parce que c'est une fausse nouvelle qui circulait beaucoup à l'époque. Par exemple, le président de la Tanzanie, John Magufuli, est décédé à l'hôpital de suite de problèmes cardiaques. Là. Et le président du Burundi, mort à l'âge de 55 ans en juin 2020, donc on est un an avant l'arrivée des vaccins. Il n'a pas été assassiné parce qu'il a refusé de prendre le vaccin. Il est mort un an avant que ces vaccins-là étaient disponibles. Ça fait aucun sens que Christian Perron affirme. Alors qu'on avait raison, parce que maintenant tout prouve que ces vaccins ne marchent pas, qu'ils ont donné des effets secondaires colossaux, qu'il y a une augmentation de mortalité très importante dans tous les pays qui ont inoculé ces pseudo-vaccins. C'était des produits expérimentaux en plus. Donc c'était interdit par tous les codes internationaux, toutes les conventions internationales interdisent d'administrer de force un produit expérimental. Donc ils ont violé toutes les conventions légales, y compris les conventions internationales. Et les gens ont accepté ça parce qu'on leur a fait peur.
Si on était sur une chaîne publique ou un média plus traditionnel, il faudrait que je vous interrompe Je l'ai immédiatement. déjà dit. Je vous interromps pour dire, oui, quelles sont les preuves de ces Les preuves, on les a. dommages collatéraux, de ces effets secondaires. Et il y a un ministre à la manœuvre ici, parce que vous avez intenté une poursuite, je pense, contre le ministre qui disait qu'il n'y avait aucun effet secondaire au vaccin. Et l'affaire n'a même pas été entendue. La cerise sur le gâteau de ces discours anti-vax, c'est toujours de dire que le vaccin de la COVID-19 a tué beaucoup de monde, ce qui est une information qui est facile à vérifier si c'est vrai ou pas. On a ici l'article de Radio-Canada. Non, les vaccins contre la COVID-19 n'ont pas fait 17 millions de morts. C'est le plus récent, hein, ça date de 10 janvier 2024, parce que le plus récent fake news à ce sujet-là essayait d'établir là, que c'était 17 millions de personnes qui sont mortes du vaccin COVID-19. Comme le mentionne le docteur Deo Nandan, de nombreuses études publiées dans les revues scientifiques ont montré que les courbes de surmortalité suivent presque exactement les courbes d'infection. La COVID-19 est la cause de cette surmortalité, pas les vaccins. Il y a des études, celles de l'Université du Minnesota, qui montrent que les vaccins ont permis de sauver 2,4 millions de personnes dans les 8 premiers mois de la vaccination. Ici, deux autres études qui tirent la même conclusion de revue Nature et de Lancet montrent que la vaccination contre la COVID-19 réduit le risque de décès. En fait, davantage de vies auraient pu être sauvées si les vaccins avaient été distribués plus équitablement et plus rapidement. Cela aurait également contribué à réduire le fardeau sur les systèmes de santé et à atténuer les risques de COVID longue. Et comme je l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente, lorsqu'on prend les taux de surmortalité dans les comtés à majorité républicain et ceux à majorité démocrate, et qu'on prend en compte que chez les républicains, on trouve un taux beaucoup plus élevé de personnes non vaccinées, on se rend compte que c'est dans ces États-là qu'il y a les plus hauts taux de mort après 2021 dans la surmortalité là, causée par la COVID-19. Donc, vous voyez, j'ai vérifié seulement quelques affirmations de Christian Perron au micro de Stéphane Bureau. On a vu à quel point c'était loufoque et ridicule. Mais tu as quand même au final 1h14 de ce délire-là que Stéphane Bureau lui permet de faire, même si quelquefois Stéphane Bureau grimace et se montre sceptique à quelques-unes de ses affirmations. Moi, je pose la question, pourquoi après ça, au final, tu t'es dit, je vais le diffuser, il faut entendre qu'est-ce que ce gars-là a à dire. Apparemment, c'est pertinent ce qu'il dit, alors que ça devrait être plutôt de se dire, je pense qu'il n'a aucune crédibilité et on devrait passer à un autre appel. Il y a des gens beaucoup plus intéressants et pertinents qui ont des choses à dire qu'on n'entend pas. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Je vous invite à vous abonner et à partager et j'en ai d'autres qui s'en viennent prochainement.